Elle a survécu au chômage. Elle a survécu au refus de visa. Elle a survécu aux humiliations silencieuses qui ne laissaient aucune trace visible, mais qui brûlaient à l'intérieur. Mais elle a failli mourir le soir où ses amis ont décidé de célébrer sa réussite. Nous sommes à Douala en 2024. Une ville bruyante, vivante, imprévisible. Une ville où les rêves sont grands, mais les opportunités rares. Une ville où l'on peut passer du rire aux larmes en une seule journée. À PK14, les routes ne sont pas toujours goudronnées. Après la pluie, la boue colle aux chaussures. Les taxis jaunes klaxonnent sans arrêt. Les vendeuses crient leur prix au bord des carrefours. L'odeur du poisson braisé se mélange à celle de la poussière chaude. C'est là que Mireille Nono a grandi. Une maison en parpaing gris, jamais crépie. Les murs gardaient la chaleur comme un four en saison sèche. Le toit en tôle vibrait violemment à chaque pluie, transformant les nuits en concert métallique. Quand l'orage éclatait, on devait presque crier pour s'entendre parler. Le salon n'était pas vraiment un salon, c'était un atelier. Une vieille machine à coudre noire trônait au centre. Le bruit sec de l'aiguille était constant. Tchac, 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 du matin au soir. Sa mère cousait des pagnes, des robes de cérémonie, des uniformes scolaires. Chaque couture était une facture à payer. Chaque bouton fixé était une tentative de survie. Mireille a appris très tôt à ne pas demander. Pas de caprice, pas de « maman, je veux ça », pas de comparaison avec les enfants du quartier plus à l'aise. Son père est mort quand elle avait 10 ans. Une douleur rapide, brutale. Un malaise, puis l'hôpital, puis le silence. Pas d'assurance, pas d'économie cachée, pas de terrain secret au village. Le jour de l'enterrement, Mireille a compris quelque chose qu'aucun enfant ne devrait comprendre. La sécurité est fragile. Après sa mort, le regard des gens a changé. On ne les regardait plus comme une famille. On les regardait comme une femme seule avec un enfant. Les propositions douteuses ont commencé. Les conseils bienveillants. Les phrases condescendantes. Une femme ne peut pas tout porter seule. Mais sa mère n'a jamais plié. Elle répétait toujours la même phrase, avec une fermeté presque dure. « Si tu veux sortir d'ici, ce sera par le travail. Personne ne viendra te sauver. » Cette phrase est devenue une boussole. Pendant que d'autres enfants rêvaient de célébrités ou de mariages riches, Mireille rêvait de stabilité, de murs crépis, d'un toit qui ne tremble pas, d'un compte bancaire qui ne fait pas peur. Elle observait tout, les inégalités, les regards méprisants, les amis qui disparaissent quand l'argent manque. Elle a grandi avec une conscience précoce. Dans ce monde, l'effort ne garantit pas tout, mais l'inaction garantit l'échec. Et, sans le savoir encore, c'est cette mentalité qui allait la sauver. Mireille n'était pas spectaculaire. Elle était stratégique. Pendant que d'autres cherchaient à impressionner, elle cherchait à construire. Elle ne rêvait pas de photos parfaites sur Instagram. Elle ne rêvait pas de soirées VIP, ni de lifestyle. Elle rêvait de quelque chose de beaucoup plus discret et beaucoup plus difficile. La stabilité. Chaque matin, elle se levait avant 6 heures. Le quartier était encore calme. On entendait les coqs, les premiers taxis, les balais qui frottaient le sol devant les maisons. Elle consultait ses commandes sur son téléphone. Crème, lait corporel, petits parfums importés, parfois payés en plusieurs fois par ses clientes. Elle faisait tout elle-même. Les photos, la communication, les livraisons. Sous le soleil écrasant de Douala, elle traversait les embouteillages de Ndokoti. La chaleur collait à la peau. La poussière s'infiltrait partout. Les motos frôlaient ses jambes. Les chauffeurs criaient. Mais elle avançait. Chaque livraison était une victoire minuscule. Elle ne dépensait presque rien pour elle, pas de sac de marque, pas de faux luxe, pas de dépenses impulsives. Elle notait tout dans un petit carnet bleu. Date, montant, bénéfice, épargne. Elle avait appris une chose. La discipline est plus puissante que la motivation. Ses amis, elles, vivaient au jour le jour. Sorties improvisées, nouveaux téléphones achetés à crédit, photos filtrées. Elle se moquait parfois gentiment de son sérieux. « Tu es trop stressé. On est jeune, profite un peu. »
Tu crois que la vie est un concours? Mireille souriait, mais elle ne changeait rien. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle avait un plan précis. Elle avait étudié les procédures de visa pendant des mois. Elle regardait des vidéos d'expatriés la nuit. Elle lisait des forums. Elle calculait les montants nécessaires. Elle simulait des entretiens devant le miroir, répétant ses réponses jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Elle voulait partir légalement, proprement, sans tricher. La première demande de visa a été déposée avec espoir. Elle avait mis toutes ses économies dans le dossier. Refus. Motif, ressources insuffisantes. Elle a senti le sol se dérober. Pas à cause du refus, mais à cause du regard des autres. Ce regard qui dit « On t'avait dit ». Elle a pleuré seule, tard le soir, quand la machine à coudre s'était enfin tue. Elle ne voulait pas que sa mère la voie craquer. Deuxième tentative, encore plus de documents, encore plus d'efforts. Refus. Troisième tentative, refus. À chaque échec, ses amies étaient là, présentes, compatissantes, trop présentes. Peut-être que ce n'est pas pour toi. L'Europe, ce n'est pas facile. Dieu ferme une porte pour en ouvrir une autre. Des phrases rassurantes, mais parfois prononcées avec une lenteur étrange. Comme si chaque refus confirmait quelque chose en elle. Mireille commençait à remarquer des détails. Les silences après l'annonce d'un refus. Les petites discussions en aparté. Les regards échangés. Rien de concret. Juste une intuition. Mais elle a choisi le silence. Au lieu d'abandonner, elle a redoublé d'efforts. Elle a diversifié ses produits. Elle a augmenté ses marges. Elle a économisé plus agressivement. Elle a réduit ses sorties à presque zéro. Pendant que d'autres parlaient de chance, elle parlait de préparation. Elle ne disait plus tout. Elle ne partageait plus chaque étape. Elle apprenait à protéger ses projets. Car dans un environnement où tout le monde observe, tout le monde commente, tout le monde compare, le silence devient une arme. Et sans le savoir encore, cette décision allait changer la suite de son histoire. La quatrième tentative, elle ne l'a annoncée à personne. Pas par superstition. Par instinct. Elle avait compris que certains échecs attristent, mais que certaines réussites dérangent. Elle a tout repris à zéro. Nouveau projet professionnel plus structuré, compte mieux présenté, relevé bancaire propre. Lettre de motivation réécrite 10 fois. Elle a payé un coach pour simuler l'entretien. Elle répétait ses réponses le soir face au miroir fissuré de sa chambre. Pourquoi voulez-vous voyager? Quels sont vos projets à votre retour? Comment comptez-vous subvenir à vos besoins? Elle voulait être prête à chaque question, à chaque piège. Le jour de l'entretien, elle portait une chemise blanche impeccable, sobre, sérieuse, pas trop maquillée. Elle parlait calmement, respirait profondément. Elle ne tremblait presque pas. Puis l'attente. L'attente est plus dure que le refus. Chaque matin, elle vérifiait ses mails. Rien. Chaque vibration de téléphone faisait bondir son cœur. Et puis, à 6h17, objet, décision concernant votre demande de visa. Ses mains sont devenues moites. Sa respiration s'est bloquée. Elle a cliqué. Accordé. Un mot simple. Secrétariat administratif. Mais pour elle, c'était une explosion silencieuse. Elle a relu 3 fois, 4 fois, 5 fois. Elle avait peur que le mot disparaisse. Puis elle a crié. Un cri brut, libérateur. Sa mère est entrée en courant. Elles ont pleuré ensemble, accrochées l'une à l'autre, comme si toutes ces années de lutte venaient enfin d'être validées par le monde. Mais une réussite ne change pas seulement une vie. Elle révèle aussi les fissures autour. Quand elle a appelé Karine, Vanessa et Priscille, elles ont hurlé de joie. « Tu es sérieuse? Ma chérie, tu vas nous abandonner. On vient te voir à Paris, hein ?» Trop d'enthousiasme, trop de volume. Les jours suivants, l'atmosphère a subtilement changé. Les réponses aux messages sont devenues plus lentes, les discussions plus superficielles, les compliments plus piquants. « Quand tu seras en Europe, tu vas changer. »
Certaines partent et oublient d'où elles viennent. On verra si tu vas supporter la solitude. Des phrases dites en riant. Mais le regard ne riait plus. Il y avait quelque chose de nouveau dans l'air. Une tension invisible. Une comparaison silencieuse. Mireille, elle, parlait déjà de démarches administratives, d'assurance, de logement temporaire. Elle avançait. Et plus elle avançait, plus elle semblait stagner. La réussite agit comme un miroir. Et tout le monde n'aime pas ce qu'il voit. 3 jours avant son départ, elles ont insisté pour organiser une fête d'au revoir à Log-Pomme. On ne peut pas te laisser partir comme ça. C'est notre sœur. On doit marquer le coup. Mireille hésitait. Elle était fatiguée. Entre les valises, les documents, les adieux familiaux, elle n'avait plus beaucoup d'énergie. Mais elle a accepté. La soirée semblait normale. Trop normale. Musique afrobeat forte. Les basses faisaient vibrer les murs. L'odeur du poulet braisé remplissait la pièce. On filmait des vidéos, on riait. On imaginait déjà des selfies à la Tour Eiffel. Les verres circulaient. Au début, tout semblait sincère. Les souvenirs d'enfance revenaient, les blagues du lycée, les moments difficiles partagés. Mais Mireille a remarqué des regards échangés entre elles. De courts silences quand elle parlait de ses projets. Une tension qui n'existait pas avant. Vers 22h, Vanessa est revenue avec un verre différent. Celui-ci est spécial, pour la future parisienne. Le liquide était plus foncé, l'odeur légèrement différente. Mireille a pris le verre. Une seconde d'hésitation, puis elle a bu. Le goût était amer, pas violemment, juste assez pour surprendre. Elle a failli faire une remarque, mais elle s'est retenue, parce qu'on ne soupçonne pas ses amis d'enfance. On ne soupçonne pas celles qui ont grandi avec nous. La musique continuait, les rires aussi. Puis, lentement, son corps a changé. Une chaleur étrange dans l'estomac, une brûlure diffuse, un vertige. Elle a d'abord pensé à la fatigue, puis à l'alcool. À minuit, la douleur est devenue insupportable. Sa vision se brouillait. Le sol semblait bouger. Sa respiration était irrégulière. Elle transpirait froid. « Ça va ?» La question sonnait fausse. Sur le chemin du retour, elle a vomi dans le taxi. Elle tremblait. Ses mains se crispaient. À 3h du matin, elle convulsait. Sa mère criait. Les voisins regardaient. Direction hôpital La Quintigny. L'odeur de désinfectant, les lumières blanches, les pas rapides des infirmiers. Diagnostic, intoxication sévère. Un médecin, à voix basse, a dit à sa mère « Ce n'est pas une intoxication alimentaire classique. Il y a une substance toxique. » Le mot est resté suspendu dans l'air. Toxique. Pendant ce temps, ses amis appelaient. « Comment elle va ? Elle allait très bien quand elle est partie. » Le ton était stable. Trop stable. Sur les réseaux sociaux, elle postait « On prie pour toi, ma sœur. Dieu est grand. » Les likes montaient. À l'hôpital, Mireille luttait pour respirer normalement. Et quelque part, dans le silence de sa chambre, une question s'imposait. Était-ce vraiment un accident ? Les jours qui ont suivi ont été lourds, silencieux, étranges. Mireille était encore faible. Son corps récupérait lentement, mais son esprit, lui, était en éveil total. Chaque détail de la soirée repassait en boucle dans sa tête. Le goût amer, le regard de Vanessa, les chuchotements entre deux musiques, les silences brusques quand elle entrait dans la pièce. Puis ce message. Une fille du quartier, discrète, pas proche du groupe, lui a écrit tard le soir. « Je ne veux pas d'histoire. Mais j'ai entendu quelque chose. Elle disait que si tu pars, elles vont rester ici comme des ratés, et que ton voyage devait s'arrêter. » Le cœur de Mireille s'est serré. Ce n'était plus une intuition. C'était une pièce manquante qui venait compléter le puzzle. Elle aurait pu exploser. Elle aurait pu confronter.
Elle aurait pu aller au commissariat. Mais avec quoi? Une suspicion? Un goût amer? Un témoignage indirect? Dans un environnement où tout devient parole contre parole, elle savait que la vérité ne suffirait pas. Alors, elle a choisi une autre forme de puissance, le retrait. Elle a bloqué leurs numéros, supprimé les photos, archivé les souvenirs. Pas de scandale, pas d'annonce publique, pas de vengeance spectaculaire. Juste le silence, un silence stratégique. 3 semaines plus tard, encore fragile, elle a pris l'avion. À l'aéroport, sa mère l'a serrée longtemps. Plus longtemps que d'habitude, comme si elle savait que ce départ n'était pas seulement géographique, mais existentiel. Quand l'avion a décollé, Mireille a regardé les lumières de Douala s'éloigner. Elle ne ressentait ni euphorie, ni peur, juste une conscience nouvelle. Elle avait frôlé la mort. À cause d'un rêve, à cause d'une réussite. L'Europe n'a pas été facile. Une chambre minuscule partagée, un travail de nuit épuisant, le froid qui s'infiltre jusque dans les os, la solitude des dimanches. Personne ne l'attendait à l'arrivée. Personne ne lui devait rien. Mais chaque matin où elle se réveillait, elle avait une certitude. Elle était vivante. Et plus le temps passait, plus une vérité s'imposait à elle. La jalousie moderne ne porte pas toujours des masques mystiques. Elle ne fait pas toujours de grands discours. Elle ne montre pas ses dents. Elle sourit. Elle commente tes photos. Elle dit « ma sœur, ma chérie, on est ensemble ». Mais le jour où tu franchis une étape qu'elle n'a pas franchie, quelque chose se fissure. Mireille a changé. Elle ne partage plus ses projets trop tôt. Elle observe les réactions plus que les paroles. Elle comprend que l'ennemi déclaré est parfois moins dangereux que l'ami envieux. Aujourd'hui, elle travaille. Elle économise. Elle construit autrement, plus discrètement, plus solidement. Elle n'a jamais obtenu de confession, jamais d'excuses, jamais de justice officielle. Mais elle a obtenu quelque chose de plus précieux, la lucidité. Elle a compris que protéger ses projets, c'est aussi protéger sa vie. Et si cette histoire dérange, c'est parce qu'elle est possible, parce qu'elle pourrait être celle de n'importe qui. Le danger ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, il est assis à ta table. Il lève son verre. Il te regarde dans les yeux. Et il dit « À ton succès ».